Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans la revue de presse. Donc, la revue de presse aujourd'hui avec Mamadou Konaté à ma droite, Jean Blaison à ma gauche. Donc, nous allons aujourd'hui aborder un certain nombre de sujets comme le divorce entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye au Sénégal. Ensuite, nous allons parler du sommet France-Afrique qui s'est déroulé au Kenya et nous allons également évoquer l'Azawad qui a occupé le nord du Mali, des villes comme Kidal, et le ministre de la Défense y a perdu la vie. Et enfin, nous allons parler aussi donc, de la mainmise de la communauté libanaise sur la Côte d'Ivoire. Et bonjour Mamadou. Bonjour Kara. Merci donc d'être fidèle à la revue de presse. Bonjour le doyen Blaison. Monsieur Kara, bonjour. Bonjour, donc aujourd'hui nous allons aborder ensemble l'actualité qui s'est déroulée en Afrique. Donc sur le Sénégal, Mamadou, donc le divorce entre Diomaye et Sonko est consommé aujourd'hui. Oui, consommé, oui, parce que bon, quand on voit comment les choses sont passées depuis effectivement l'élection de Diomaye Faye à la tête du pays, on voit bien qu'en fait que ce duo-là, certains l'appellent ça tandem. D'autres vont l'appeler duo. Moi, je l'appelle duo parce qu'un tandem, ça se doit d'être en symbiose dans la gestion du pays, ce qui n'était pas le cas depuis. Bon, après, qu'ils ne s'entendent pas sur des sujets bien particuliers ou bien effectivement sur la façon dont le pays doit gérer, ça c'est autre chose. Je pense qu'il y a une succession de situations qui ont fait qu'à un moment donné, Diomaye a jugé utile effectivement de se séparer d'Ousmane Sonko. Est-ce que c'est une bonne décision? Moi, de mon côté, je ne le trouve pas. Bon, maintenant, après, l'avenir jugera. C'est un tandem ou un duo qui, effectivement, les Sénégalais ont pensé que ça allait fonctionner en toute symbiose, ce qui n'est pas le cas. Ce tandem-là, je dirais, plus pendant l'élection présidentielle, ils ont vendu un programme bien particulier, le patriotisme, bien que le patriotisme. Et puis, bon, voilà, sur la gestion du pays, et que Diomaye, sur la gestion du pays, s'en est écarté petit à petit. Pourquoi? Parce que peut-être qu'aussi, il a des arguments là-dessus. Moi, je ne vois pas aucun argument qui fait qu'il pouvait se séparer de son Sonko. Mais sauf que quand on regarde le problème de fond, on s'est dit peut-être que c'est un mal colombien. Ça permet effectivement à Sonko maintenant de pouvoir s'affirmer aussi autrement. Diomaye, il est dans des travers. Et puis, bon, voilà quoi. Mais beaucoup de choses se sont passées oui. Après le limogeage de Ousmane Sonko. Eh bien, donc, il a retrouvé son mandat de député et dans la foulée, il occupe le perchoir de l'Assemblée nationale. Oui. Alors, quelle est votre lecture sur ça? Ma lecture est la suivante. C'est-à-dire que Diomaye, c'est un président qui était comme un petit peu imprévisible dans les relations. Qui n'était pas préparé. Quoi. Voilà, qui n'était pas du tout préparé comment d'être président de la République. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que voilà, il a eu du mal à mettre en place un rapport assez sain entre lui et le président de la République, enfin, entre lui avec Ousmane Sonko. Mais bon, après la sanction présidentielle, c'est aussi quand tu vas jusqu'à nommer un Premier ministre, parce que tu fais confiance à cet homme-là. Oui. Non pas effectivement de penser que chaque fois qu'il y a une sortie du Premier ministre, effectivement, ça va à l'encontre de ce que toi, tu juges utile pour effectivement gouverner, enfin, présider le pays. Ce qui n'est pas du tout effectivement non seulement du goût d'Ousmane Sonko, mais aussi du goût de tous les Sénégalais. Ce duo-là a vendu un programme bien particulier, bien structuré, bien en place, bien réfléchi aux Sénégalais pendant l'élection présidentielle. Diomaye a été désigné par le président Ousmane Sonko comme étant le candidat qui sera donc capable de gagner l'élection. Donc tous les Sénégalais ont fait confiance à Ousmane Sonko pour ce choix-là, n'est-ce pas? Ils ont tous fait campagne derrière Ousmane Sonko et derrière effectivement le président Diomaye Faye. Sauf qu'effectivement, les Sénégalais se sont rendus compte petit à petit que Diomaye s'écartait de l'objectif qui est du programme, ce qui n'est pas du goût, non seulement pas forcément d'Ousmane Sonko, parce que bon, je pense que Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui est dessus de tout et qui, à un moment donné, peut effectivement gérer cette affaire-là autrement, effectivement, dans le dialogue. Puis bon, voilà. Sauf que Diomaye, lui, il s'entêtait. Bon, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Diomaye, après l'élection, à un moment donné, s'est entouré des politiciens de l'ancien système. De Macky Sall. De Macky Sall. Et les Sénégalais n'ont pas tellement bien apprécié ça. Ils se sont battus, ils se sont luttés contre ce système-là en disant, ce système-là n'est pas un système
qui Donc, effectivement, il croyait que le système, ça y est, c'est terminé, il y a mort rupture. et enterré, mais Et finalement, finalement, ils se sont rendus compte qu'en fait, que c'est le même système qui est toujours là. N'oublions pas que pendant l'élection, avant l'élection présidentielle, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont trouvé la mort sous des manifestations, ainsi de suite. Donc, effectivement, le projet du pouvoir, du nouveau pouvoir, c'est de se lutter, qu'il y ait effectivement des enquêtes au niveau des jeunes qui ont perdu leur vie, n'est-ce pas, sur le plan d'agir, sur le plan ensuite de la réduction des comptes de l'État. Parce qu'il y a beaucoup de milliards qui sont perdus dans la nature. Et puis, bon, aussi éclairer les Sénégalais sur, effectivement, cette dette cachée du FMI. Donc, voilà, ils n'ont rien vu venir. Donc, finalement, bon, Sonko a pris ses responsabilités. Voilà, il s'est adressé, effectivement, lors des questions au Premier ministre tous les 3 mois. Il a éclairé une certaine position. Et puis, bon, voilà, Diomaye, n'étant pas vu, effectivement, dans cette position-là, a décidé le même soir de se séparer du Premier ministre. Oui. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose que je trouvais quand même extraordinaire. Un Premier ministre qui s'est fait limoger et qui se dit, je vais rentrer chez moi, je vais quitter la primature puisque je suis déjà limogé. Et qu'avant d'arriver chez lui, il y avait une foule. il y avait une foule immense. Une foule immense, Donc, extraordinaire. Ça montre que Sonko est encore très populaire. Non seulement il est très populaire, jusqu'à, vous savez, le président Wade avait dit que la bataille politique se gagnait dans l'opinion. Or, Sonko, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, que Sonko a été très haut dans l'opinion publique. Donc, ça veut dire que quelque part, Sonko, déjà, c'est quelqu'un qui est déjà bien installé. Donc, il n'a pas eu l'usure du pouvoir. Non. Il est devenu Premier ministre pendant les 2 années. Non, bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui est détaché, effectivement, du pouvoir, en fait, sur le fond. Ce n'est pas quelqu'un qui dit le pouvoir pour le pouvoir, rien que pour le pouvoir. N'est-ce pas? Il s'est détaché du pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un qui va demander le poste en disant je veux ceci, je veux cela pour des raisons financières. Non. Donc, il est là, dans cette sincérité-là, qu'il a vendu au Sénégal et que les Sénégalais ont porté, effectivement, le PASTEF, effectivement, la coalition du PASTEF, Diomaye président, au pouvoir. Sauf que Diomaye n'a pas compris que cette gestion-là ne pouvait se faire que dans l'unité, la cohésion et dans la cohérence. La cohérence du programme qu'ils ont vendu, effectivement. Le projet qu'ils ont vendu aux Sénégalais, que les Sénégalais ont adopté massivement à 54%. Dans l'unité aussi, parce qu'effectivement, ils ne pouvaient pas, effectivement, gouverner, présider le Sénégal sans pourtant qu'il y ait de l'unité derrière. Et cette cohérence-là aussi, c'est que nous avons vendu un projet, donc ce projet-là, il faut qu'on le mette en application. Sauf qu'aujourd'hui, les Sénégalais se sont dit, mais finalement, sur le fond, tout ce qu'ils ont vendu aux Sénégalais, nous ne voyons pas pour l'instant l'ombre d'un mouvement, effectivement, qui puisse dire qu'ils sont en train, effectivement, de travailler pour cela. Parce que les victimes n'ont pas eu justice. Oui, bien sûr. Et puis, également, donc, le projet, Diomaye s'est écarté du projet. Il s'est largement écarté du projet. Et les Sénégalais ne comprennent pas cela. Pour quelqu'un qu'ils ont défendu, pour quelqu'un qu'ils ont porté, pour un projet, effectivement, qui était en adéquation par rapport à ce que les Sénégalais attendaient. Donc, il y a une déception. Il y a une déception alors, terrible. Monsieur Blaison, alors, donc, curieusement, c'est quand Diomaye est allé au sommet France-Afrique au Kenya, il a joué au foot avec monsieur Macron à son retour, qu'il a limogé Sonko. Donc, à votre avis, la France-Afrique est toujours là, hein? Les gens disent que la France-Afrique est enterrée, mais finalement, il n'est pas enterré. Mais la France-Afrique, la fameuse France-Afrique, pour l'enterrer, il faut les gens comme Sonko, il faut les gens comme Traoré, il faut les gens comme Gbagbo, comme Laurent Gbagbo, oui. Comme Laurent Gbagbo, pour l'enterrer vraiment. Il faut les gens comme Assimi Goïta du Mali. Il faut les gens comme le général Tchiani du Niger. Seulement, nous avançons petit à petit. Diomaye a perdu son pouvoir. Il n'y aura pas son deuxième mandat. Il a perdu le pouvoir parce qu'ils ont fait un pacte de confiance. Et il s'est fait trahir par la politique internationale de la France. Et comme la France ne voulait pas Sonko,
quand on voit l'agissement de Sonko sur le pays, sur l'Afrique, la France ne veut pas Oui. voir Sonko. Donc, ils ont détourné, à peu près, la France a détourné, l'Europe a détourné, Faye, Diomaye Faye. Mais il n'a rien compris. D'abord, il n'est pas bonhomme qui est vigoureux. Ouais, il n'est pas politiquement solide. Non, 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 non. Il n'est pas solide. Sonko, c'est un politicien. C'est un politicien fin. Et il vient, il dit, il limoge. Mais c'est comme il dit, bon, je renvoie tous les Sénégalais qui sont même dans les plantations, dans les campements là-bas, je les renvoie dans la mer. Je les tue tous. Mais c'est ce que Diomaye Faye a fait. Donc, comment l'Afrique va se débarrasser donc de la France-Afrique alors? La France-Afrique, on avance. Je viens de dire, j'ai cité 5 personnes. Aujourd'hui, je prends l'Afrique de l'Ouest. Le pion de l'Afrique de l'Ouest pour France-Afrique, c'est la Côte d'Ivoire, d'Alassane Ouattara, c'est, comment dirais-je, Bénin, des Talons. Bon, ce qui reste là, je prends Sénégal. Sénégal n'est pas réellement dans France-Afrique. Mais quand il y a un président... Non, l'opinion en Afrique, l'opinion n'est pas dans la France-Afrique, mais les dirigeants... Oui, les dirigeants qui sont dans la France-Afrique, oui. C'est les enfants qui arrivent derrière. Parce que l'opinion publique aujourd'hui en Afrique n'aime pas France-Afrique. La France commence à voir, et c'est ce que Gbagbo a dit depuis en 2010. Il dit, même si moi, vous me tuez là, les graines sont déjà semées. Moi, je vais partir, mais vous avez perdu. Aujourd'hui, la France fait des erreurs. La France fait des erreurs parce qu'elle ne veut pas discuter pour que tout le monde vive. Tout à l'heure, quand on va prendre la Côte d'Ivoire, avant de prendre d'abord la Côte d'Ivoire, je vais vous lire un tout petit passage de France-Afrique, écrit par Zbigniew Brzezinski, le président des Illuminati à la Banque mondiale et FMI. C'est les gens-là qui commandent. Qu'est-ce qu'il dit? Voyant que même dans son camp, les déçus se comptent de plus en plus, il lui faut distribuer à grande échelle la nationalité ivoirienne aux étrangers comme le recommandent ses maîtres du FMI, Banque mondiale. Donc, l'Afrique noire est commandée par les banques. Ce n'est pas par les hommes, ce n'est pas les présidents qui commandent nos pays, c'est les banques mondiales qui commandent nos financiers. C'est les finances qui commandent nos pays. Et ces financiers-là, ils ne veulent pas que nous, nos enfants mangent. Ils ne veulent pas que nous réussissions. Ils ne veulent pas qu'on fasse. Regardez, si on dit on va faire un commerce, vous, M. Mamadou et moi, on va réunir ici à Paris, on va faire un commerce. Ben, alors, si on fait un commerce, on va le transférer en Afrique. Ça va se casser. Tout de suite. Tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas on arrive à s'entendre. Si on s'entend, la France-Afrique est cassée. Mais de toute façon, la France-Afrique va être cassée. Ah oui. Il pleut, il neige. Il arrive à faire quoi que ce soit. Avant qu'on arrive en 2030, la France-Afrique n'existera pas. N'existera pas. Non, c'est fini. Alors, Mamadou. Oui, mais je partage quand même les arguments de Blaison, du doyen Blaison, du oui. doyen Blaison.
Mais en fait, l'Afrique ne peut se déconnecter de la France que si effectivement cette jeunesse-là arrive à incarner le patriotisme et le souverainisme, effectivement, dans nos États respectifs. À partir de ce moment-là, il peut y avoir une prise de conscience de la jeunesse. Force de constater que très souvent, quand on discute de la France-Afrique, cette jeunesse-là est quand même quasiment oubliée. N'oublions pas que les Assimi Goïta, les généraux Traoré et les Tchani, cette jeunesse-là, la majeure partie de ces dirigeants-là ont fait les grandes écoles militaires ici en France. Ça veut dire que quelque part, ce sont des intellectuels, quoi qu'on en dise. Et ils sont nés après l'indépendance. Ils sont nés après les indépendances. Donc, effectivement, les centres d'intérêt et les idéologies des uns et des autres n'est pas forcément les mêmes par rapport aux anciens, effectivement, qui sont là, et que ces anciens-là continuent encore, effectivement, à être au pouvoir. Tant que ces anciens sont là, je pense qu'il sera un petit peu difficile par rapport à ça. C'est pour ça que moi, je dis toujours, je soutiens toujours, la portée de ces jeunesses-là, effectivement, pour pouvoir, effectivement, commencer à réfléchir sur cette notion de patriotisme. Au Sénégal, déjà, les jeunes, déjà, ils commencent déjà à comprendre vraiment ces questions-là, qui font que, d'ailleurs, de 2021 jusqu'à l'élection présidentielle de 2024. Il y a un député au Sénégal là que j'adore, oui. Après Jésus. Oui, ah non, il est trop fort. Ah oui. C'est Guy Marius Sagna. Voilà. Guy Marius Sagna. Donc, en fait, vous voyez, cette génération-là, non seulement sont des porteurs de projet, ce sont aussi des porteurs d'idéologie, qui fait qu'à un moment donné, cette jeunesse-là, il se fera une prise de conscience. La seule chose que l'on peut faire pour sortir effectivement de cette question de France-Afrique, c'est cette voie-là qui est une voie salutaire. Et ça commence à se faire. Prenons par exemple le cadre par exemple, du Tchad. Ah, voilà, Idriss Déby est parti, et puis bon, après c'est son fils Kaka, c'est ça, oui. Et puis maintenant qui est au pouvoir. Et effectivement, moi j'ai assisté à un débat la fois dernière dans lequel j'ai abordé cette question de jeunesse-là. Tous les anciens qui ont pris parole avant moi se sont axés beaucoup plus sur cette notion de panafricanisme et cette notion de souverainisme, plutôt sur la notion de panafricanisme. Sauf qu'aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, ils savent ce que c'est réellement le panafricanisme, contrairement à nous, notre génération, où on était un tout petit peu inhibés parce que la parole ne nous avait pas été donnée. Donc il y a une certaine prise de conscience de cette jeunesse-là, sur ces notions-là, qui font qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment avoir un travail de fond et de réflexion pour permettre aux jeunes-là aussi de pouvoir effectivement prendre à main cette question de panafricanisme et de souverainisme. Okay. Donc nous allons faire tout de suite la transition pour la francophonie, le sommet de la France et de l'Afrique qui s'est tenu au Kenya. Oui. Donc au lieu que, parce que d'habitude ça tenait dans un pays francophone ou en France, oui. Mais cette fois-ci ça s'est tenu au Kenya, dans un pays anglophone. Est-ce que c'est un aveu d'échec pour la France à ton avis? Oui, ben c'est un aveu d'échec total. Quand on dit qu'effectivement la langue latine qui est le français, il faudrait tout le temps effectivement le promouvoir dans les pays d'Afrique francophone, et qu'effectivement, cette semaine France-Afrique, effectivement, plus particulièrement pour les pays francophones, de tenir dans un pays anglophone, ça pose problème. Alors, ça pose problème doublement parce qu'aujourd'hui, on parle de l'Union africaine. Quel est le rôle de l'Union africaine, effectivement, dans cette question de France-Afrique? Moi, je ne le vois pas. Ce ne sont pas des gens qui, effectivement, à un moment donné, ont porté cette affaire-là au plus haut sommet, au plus haut niveau. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément que je souhaiterais dire ici, c'est quoi le rôle de l'Union africaine, en fait? Quand on voit le terrorisme, effectivement, dans les Sahel, quand on voit cette question de France-Afrique, quand on voit cette question de monnaie, je me suis dit, mais le rôle de l'Union africaine, moi, je ne le vois pas. Quand il y a du terrorisme, ils sont complètement inaudibles. Ils ne disent rien. Mais ils ne disent rien. Alors, je me dis finalement, surtout en Afrique. Surtout en Afrique, Oui. on n'a qu'à faire exploser cette Union africaine-là et va réfléchir une autre forme, effectivement, de pouvoir parler aux pays d'Afrique francophone. Alors, si je prends l'Union africaine, si je prends la CEDEAO, c'est deux je les appelle des phénomènes qui ne travaillent que pour l'Europe. L'Union africaine n'a jamais travaillé pour l'Afrique. Si l'Union africaine travaillait pour l'Afrique, lorsque Kadhafi est mort, on devait entendre l'Union africaine. C'est l'Union africaine qui a tiré sur les peuples africains, c'est-à-dire sur les peuples ivoiriens, en Côte d'Ivoire, en 2011. L'Union africaine, l'armée de l'Union africaine. Non, la CEDEAO.
l'Union africaine, la CEDEAO, comment on appelle, l'ICORN, l'OTAN, tous ces mondes-là se sont réunis en Côte d'Ivoire pour tuer les gens. Tout ça pour écarter Gbagbo. Pour écarter Gbagbo. La CEDEAO agit sous le parapluie de l'Union africaine. Si les chefs d'État de l'Union africaine disent non, on ne peut pas agir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cautionné la CEDEAO et ils ont envoyé même l'armée. C'est sous mes yeux. C'est sous mes yeux. Et l'ONU, ils utilisaient les pick-up de l'ONU pour faire la forêt avec tout le monde à l'ouest. Si vous prenez mon livre, Génocide, regardez là-dedans, les voitures qui étaient là, c'est écrit l'ONU, et qui déplaçaient les gens. Comment ça s'est fait? On dit ça, c'est le camp des réfugiés. Un camp des réfugiés. On n'a pas le droit de toucher, mais c'est l'ONU qui a bombardé le camp des réfugiés. Donc l'ONU là-haut, il est pour qui au juste? Il est pour l'Europe seulement. Donc l'ONU n'est pas africain. Il n'est pas africain. Mais si nous avons notre Union africaine et la CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest et la CEMAC pour l'Afrique centrale, ces deux communautés internationales peuvent nous aider à s'en sortir. Mais l'Afrique, c'est un continent, c'est pas un pays, c'est un continent. Et pourquoi les Africains travaillent contre les enfants pour pouvoir tuer les enfants, pour pouvoir détruire les peuples à cause de l'Europe? Comment vous voyez ça? Moi, quand on me parle de l'Union africaine, c'est l'Union colonisée africaine. Mais ça veut dire quelque part qu'il n'y a pas cette forme d'unité-là au sein de l'Union africaine. Il n'y a pas cette question de cohérence-là de l'Union africaine. Vous voyez bien un tout petit peu? Parce que s'il y avait au moins cette question d'unité-là, et de regarder que tous les pays regardent toujours dans le même sens, dans l'intérêt des peuples africains, quand je dis des peuples, maliens, sénégalais, guinéens, effectivement, qu'on prenne certains éléments en considération pour lutter contre le terrorisme, économiquement parlant, je pense que peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui où effectivement les Africains commencent à se déconnecter un tout petit peu de ça. Parce que l'Union africaine, le budget de l'Union africaine est financé quelque part par les Européens. Hein. Donc c'est extrêmement difficile qu'ils s'en extirpent comme ça. Mais par contre, je pense qu'effectivement, pour certains pays, pour être porteurs de voix, pour dire maintenant stop. Les bureaux de l'Union africaine, là, qui se trouvent, je ne sais pas moi, à Addis Abeba, je ne sais pas où, mais ce sont les Chinois qui sont derrière. Hein. Ce sont les Chinois qui l'ont construit, qui l'ont donné aux Africains. Et ça pose problème. Mais quand il y a eu le coup d'État au Bénin, donc la France est intervenue. Il l'a reconnu après. Oui. Et le Nigeria. Donc, ça veut dire que la France-Afrique continue d'exister. La France-Afrique, on l'oblige. La France-Afrique, la France oblige. Il prend la France-Afrique comme esclave des maisons qui travaillent réellement pour le patron. La France-Afrique est là pour travailler réellement. C'est un cheval sous lequel le patron qui est là, il est assis. Donc le patron, c'est qui alors? Le patron, c'est la France. Ah oui. Le patron de France-Afrique, c'est la France. C'est la France. Mais doyen, les Français, voire même le latin, a toujours fonctionné comme ça. Le latin, c'est celui qui va venir effectivement gérer certains intérêts dans ton pays et qui, à un moment donné, vont se dire finalement, ces intérêts-là,
ce n'est que pour nous, rien que pour nous. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Les Ils ont systèmes pas, Mais De Gaulle a dit que la France ne connaît pas les États, mais que ses intérêts. ils connaissent Oui, ses intérêts. justement. C'est-à-dire, C'est le fonctionnement. en Afrique, il n'y a personne. Personne n'existe. Le peuple de l'Afrique n'existe pas. Il n'y a que uniquement les intérêts français Mais oui. qui existent. Mais pourquoi Le les latin a Africains- toujours fonctionné comme Pourquoi ça. les Africains, eux, ne défendent pas leurs propres intérêts? Non, mais c'est alors justement ça. justement. Et la majeure partie, effectivement, de ceux qui sont pour ces systèmes-là ont fait une bonne partie de leur vie dans ces pays-là et qui, par retour d'argumentation, vont défendre l'intérêt de ces pays-là plutôt que l'intérêt de leur propre pays. Et c'est ça, c'est paradoxal, ça. Et ce sont toujours les mêmes qui vont demander le pouvoir. Et quand ils demandent le pouvoir, alors là, c'est catastrophique. Je prends le cas du Sénégal, par exemple. Le président Macky Sall, on sait qu'il a voulu, effectivement, pour les Occidentaux, à un moment donné. Quand on voit quelqu'un comme Sonko, qui vient avec un discours complètement différent, n'est-ce pas, proche du peuple, pour le peuple, la patrie, rien que pour la patrie, Il est combattu. il est combattu même par des Sénégalais. Allez, va comprendre ça. Ça veut dire que quelque part, ces politiciens-là, depuis 1960, ont toujours politisé, ont toujours professionnalisé la vie politique. Si aujourd'hui, moi je suis convaincu, hein, encore faudrait-il essayer de poser ces questions-là. Moi je suis convaincu, vous avez beaucoup d'hommes politiques. Si on leur pose la question, pouvez-vous nous présenter ces derniers bulletins de salaire? Les 3 quarts ne le présenteront pas. Parce qu'ils ont toujours vécu dans le dos du contribuable. Et ils ne souhaitent pas effectivement que ce changement-là puisse s'opérer dans des pays d'Afrique, plutôt dans les pays d'Afrique francophone. Mais nous, enfin, nous ne sommes pas des pays anglo-saxons. Ils veulent Donc, rester. Ils veulent, voilà, exactement. Donc, en fait, ils veulent rester tout le temps au pouvoir. Et ça, c'est problématique. Mais M. Blaison, Laurent Gbagbo avait reconnu d'avoir donné 2 milliards de francs CFA à Chirac. Mais ça, c'est paradoxal. Oui. Il a peur. Il a reconnu Oui, d'avoir c'est pour donné acheter- 2 milliards. C'est pour acheter la Il a paix. acheté la paix. Ah oui. Il a voulu acheter la paix Et il n'a pas eu la paix. et il a été trahi. Il n'a pas eu la paix. Il n'a pas eu la Parce paix. que, pourquoi il n'a pas eu la paix? Et il a perdu ses 2 milliards. Oui, pourquoi il n'a pas eu la paix? Il voulait la paix. Mais seulement, la France ne veut pas que ce que lui, il veut là, sur la Côte d'Ivoire, on le refuse. Or, je suis là avec quelque chose qui est très important. Vraiment, excusez-moi. Je prends deuxième paragraphe de mon manuscrit, la page 2, deuxième paragraphe. Des nègres qui se permettent de contrarier les Européens avec génie. C'est tout simplement inimaginable. L'Européen ne veut pas qu'un noir soit intelligent. C'est le cas de Laurent Gbagbo. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans les capitales occidentales, les câbles diplomatiques étaient affolés, presque unanimes. Laurent Gbagbo doit tomber mort ou vivre, mais surtout mort, car il venait de briser le tabou en mettant à nu le mensonge de la supposée supériorité intellectuelle des Blancs. Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, Parce que Laurent Gbagbo, lorsqu'il a vu que Jacques Chirac lui a trahi, il a été trahi par Jacques Chirac, son plan maîtresse qu'il avait mis en route pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire, il a tenu ça. Mais quelque part, Laurent Gbagbo aussi était Et aussi- j'arrive. Oui. Mais tout autour de lui, dans son camp, son entourage proche. son entourage propre, Oui. ont été déjà pris par la France Comment? pour le trahir. Ah bon? Mais Laurent Gbagbo a été trahi. Ils ont été retournés. Oui. Laurent Gbagbo a été trahi. Son entourage proche. Des généraux, tous ceux qui sont autour de lui, la majorité
Seuls ceux qui font partie du parti politique qu'il a construit depuis son enfance avec eux, Le FPI. des FPI, c'est ceux-là qui sont restés. Mais ceux qui sont venus pour qu'ils puissent avancer maintenant, ils l'ont laissé tomber. Alors, Non, mais en fait, ça, c'est quelque chose qui est ancré en Afrique depuis longtemps, ça. C'est-à-dire que l'Africain lui-même, quand son, on va dire son prochain qui est à côté de lui sent qu'effectivement qu'il peut faire changer les choses, c'est ce prochain-là qui va le trahir, en fait. Regardons un exemple tout simple, par exemple, là, quand je vois Sonko et Diomaye, Ouais. qui se sont mis autour d'une table, qui ont défini un programme digne de ce nom-là, qui l'ont proposé aux Sénégalais et qui ont obtenu 54% effectivement de voix à l'élection présidentielle. C'est aujourd'hui que Diomaye se détache effectivement du projet qu'il lui-même a défendu pour défendre autre chose et s'accommoder avec certains élus du pouvoir sortant. Comment on peut expliquer ça? Les Africains ont toujours fonctionné comme ça. Hein? il fait même appel aux gens de Wad. Mais bien sûr, mais oui. Des gens qu'on a complètement oubliés. Mais absolument. Et c'est bizarre, c'est paradoxal. Et aujourd'hui, il faudrait qu'à un moment donné, que massivement, les Africains refusent ce type de fonctionnement-là en Afrique. Parce que tant que ce système-là de fonctionnement existe en Afrique, je ne dis pas que nous serons tous, que tous les pays africains seront tous souverains, mais ça va être très très difficile. Donc ça veut dire qu'on refuse le développement. Alors. Mais on refuse tout. Ce n'est pas seulement le développement. Vous ne pouvez pas développer un pays si vous n'êtes pas tranquille. Si votre matière première que vous avez, si cette matière première ne vous appartient pas. Or, le problème d'aujourd'hui, nous devons défendre et nous défendons mal ou bien, je ne sais pas, comme le Sahel. Sahel aujourd'hui, qu'est-ce que le Sahel défend? Sahel défend sa matière première, mais avec la capacité énorme. Mais maintenant, la prise de conscience arrive maintenant. La prise de conscience arrive. Mais regardez, la politique a divisé les enfants du pays. La politique. Parce qu'avoir plusieurs partis, chacun cherche un gain. Ce qui fait que le travail qui est là, c'est un travail national pour le pays. Et il est unique. Mais comme les gens sont divisés à gauche ou à droite, au lieu de se unir autour de cette matière que les gens veulent vous arracher, hein, au lieu de s'unir derrière ça, non, ils s'unissent derrière les partis politiques. Comment demain ils vont avoir, si celui-ci passe demain, si je fais ça, je vais perdre. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Laurent Gbagbo a été dans une ville qu'on appelle Aboisseau, oui, c'est Aboisseau, il dit à toute la politique, venez à moi, nous allons combattre. Je suis ouvert. Mais c'est les mêmes politiques qui sont déjà dans son gouvernement au départ. C'est ceux-là qui l'ont combattu sur sa parole d'union. Ils n'ont pas voulu. Au moment où ils veulent aller le voir maintenant, c'est déjà tard. Mais est-ce qu'en Afrique, ce n'est pas le problème de l'ethnicisme, c'est-à-dire les gens se replient sur le leader qui est de leur ethnie? Non, je ne dirais pas ça comme ça. En Côte d'Ivoire, hein, je veux dire. Oui, en Côte d'Ivoire, je ne dirais pas ça comme ça. En Côte d'Ivoire, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas question. C'est Ouattara qui a envoyé l'histoire des ennemis. Sinon... Ou de religion, le nord contre le sud. Il dit rattrapage ethnique. Rattrapage ethnique, lui, il prend le nord. Que le nord n'a pas évolué. Mais ça a été... On a vu après que c'est du pipeau. Il a assis sur ça pour faire un travail. Est-ce que maintenant le nord est développé?
Ah oui. Hein? C'est une question. Ah oui. Vous Au croyez pas? contraire, au contraire, le Nord, tous ceux qui l'ont soutenu du Nord, Mhm. les barons du Nord, il les a tous tués. Aïe. Kissa Ouattara? Oui, il a tué Bon Koulibaly. Il a tué Bagayoko. Il a tué Ouattao. Il a tué Ibé. Il a tué. Et ceux des petits là, on ne les compte pas. Mais les barons. Les barons. Et aujourd'hui, ce Guillaume qui le portait comme ça sur le, qui a mis Ouattara même sur le fauteuil présidentiel. Il est en Il disgrâce. est au Niger. Ouais. Hein? Il est en exil. Il est en Égypte. Ici en France, il était ici. Ouattara a dit il faut le chasser. Il est parti en Turc. On dit non, ils sont partis là-bas, on veut le tuer. Là, il est parti. Il est Au parti Sahel. dans l'AOS. Là, Dans les pays AES. Il est parti dans le pays, il tourne là-bas. Il tourne là-bas. Souvent, on dit, oui, il est mort. Ah non, il est vivant. Non, il est mort. Donc, on fait directement la transition sur le Mali, Mamadou. Eh bien, le nord du Mali donc, est occupé en ce moment par, en tout cas, les grandes villes, par l'Azawad. L'Azawad, donc, c'est les Touaregs qui se battent depuis très longtemps, qui veulent leur autonomie. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, quelle lecture vous faites sur cette question et qu'aujourd'hui, donc, le Mali est divisé? Oui, le Mali est divisé parce que depuis les indépendances, depuis le temps de Modibo Keïta, jusqu'à aujourd'hui avec le président Assimi Goïta, ce problème n'a pas été résolu. Et qui fait qu'aujourd'hui, avec la montée du terrorisme dans ces endroits-là, qui fait qu'aujourd'hui, le Mali se trouve en difficulté. Mais moi, j'ose espérer et je pense que le président Assimi Goïta, effectivement, et ses collaborateurs vont se mettre en ordre de marche, en ordre de bataille, et dans une certaine cohérence aussi, pour lutter effectivement contre effectivement cette forme de terrorisme-là. Sauf que, tant qu'on a les Occidentaux, cette affaire-là a commencé à prendre de l'ampleur avec une courbe exponentielle. Lorsque le Kadhafi a été défait, on a des armées qui ont quitté la Libye, effectivement, qui se sont retrouvées au Mali, et puis bon, ben voilà. Tant que nous ne luttons pas contre ce terrorisme-là, le problème restera toujours entier. Encore une fois de plus, moi je vais me rabattre sur l'Union africaine en disant, mais attendez là, les gars là, les anciens là, les tontons là de l'Union africaine là, ok, essayez de voir comment effectivement, vous tous, lorsqu'il y a un forme de terrorisme qui se passe en Afrique, pour essayer de régler ce problème-là. Sinon, ce problème risque de durer pendant très longtemps. Est-ce que les Maliens sont capables de lutter à eux tout seuls? Oui, mais comme je dis tout le temps, il faut une certaine cohérence dans l'action, effectivement, de lutter contre ce terrorisme dans ces régions. Pas forcément le Mali, le Burkina est en embuscade, le Niger est en embuscade, peut-être même le Sénégal aussi qui sera en embuscade de même. Nul ne sait. Mais je pense qu'il faudrait quand même que tous ces pays-là, en un moment donné, mettent en place une armée d'interposition pour lutter contre cela. Mais on n'entend pas ça. Chaque pays essaie de lutter effectivement contre ces phénomènes-là avec ses moyens. Avec ses propres moyens. Avec ses propres moyens. Ils ne mettent pas ensemble leurs moyens pour Bien pouvoir sûr. lutter. Exactement. Mais aujourd'hui, donc, cette division du Mali, est-ce que vous croyez que le pouvoir central du Mali peut un jour retrouver et récupérer donc, ce territoire perdu Mais de toute façon, ce territoire-là, depuis tout le temps, les Touaregs veulent récupérer ce territoire-là. Ça a toujours été comme ça. Mais moi, je pense que c'est peine perdue pour les Touaregs. Voilà, de notre côté, on a donc l'Algérie qui est au-dessus, qui de temps en temps se mêle de ces affaires-là. Voilà, et je trouve ça un tout petit peu dommage et regrettable. Ça crée une instabilité là, dans cette zone-là. Et si ça crée une instabilité dans cette zone-là, l'Algérie risque aussi être instable aussi dans cette affaire-là. Mais moi, je pense que j'ai bon espoir que demain, les autorités maliennes, derrière Assimi Goïta, derrière le pouvoir central mis en place, pour lutter contre ça et récupérer effectivement ces territoires perdus. Mais par le dialogue ou par les armes? C'est par le dialogue qu'on peut récupérer ça. L'arme, ça continue toujours
à revenir chaque fois qu'il y a ça, cette tradition, de dire oui, mais il faut y aller. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut se mettre autour de table. Sauf si, qu'à un moment donné, on se rend compte qu'en fait, qu'il n'y a pas moyen de se mettre autour d'une table. Autour d'une table. En ce moment-là, on utilise la force. Ah ben oui, mais bien sûr. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, si on ne fait pas attention, à un moment donné, on va recourir à la force. Hein. Oui, le doyen Blaison, donc la division du Mali, est-ce que c'est irréversible? C'est fini, les Touaregs ont récupéré leur territoire? Non, ça ce sont des histoires. C'est utopique ça. Ce sont des histoires. Savez-vous, il n'y a pas la fumée sans feu. C'est en hiver qu'on trouve le brouillard. Mais une fumée qui monte là, c'est qu'il y a du feu dedans. Les Touaregs, ils ne peuvent pas prendre une partie de Mali, ils ne sont pas nombreux. Seulement, ils visent où il y a la richesse, où il y a de l'or, où il y a du diamant, où il y a du pétrole. C'est ça seulement, et ils veulent. Mais qui est derrière? Les Occidentaux. Qui est les techniciens pour extraire de l'or, pour extraire des diamants, pour extraire le pétrole? Qui est derrière? Qu'est-ce que sont les techniciens qui vont venir extraire tout ça là? C'est qu'il y a quelqu'un. C'est qui? Je vois le doyen Blaison venir. Lui, il a aussi... Parce que on ne peut pas viser. On ne peut pas viser un quartier, une région qui est riche, pour dire que ça, cette région qui est riche là, les Touaregs sont les Maliens. Pourquoi ils disent ça seulement, c'est pour eux? Et qui les fournit les armes? Qui fournit du pétrole pour que les automobiles marchent? Qui fournit les motos qu'ils ont? Les 4x4 aussi. Les 4x4 qui les fournit? C'est qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un derrière. Bien Il y a quelqu'un derrière. Quelqu'un très puissant. Quelqu'un très, très, très puissant même. Et cette personne a fait échec. Il ne montre pas son visage dans cette personne. Il ne montre pas son visage. Mais on sait qui c'est. Il a fait échec. Il n'arriverait pas à gagner. Oui. Le Mali ne se bat pas tout seul. Il y a 3 pays. Or, si on déstabilise le Mali et qu'on fait installer des Touaregs, on va déstabiliser le Burkina, on va déstabiliser le Niger. Donc, le boucle est bouclé. C'est ce que l'international de la Banque mondiale cherche. Mais seulement, aujourd'hui, même Touareg, on dit ils ont pris ça, ils ont pris ça. C'est archi faux. On a tué et puis attrapé 100 personnes qu'on a mis en ville. Tout le monde a vu à la télé. Mais eux aussi, ils ont tué le ministre de la Défense, Oui, Sadio Camara. mais une seule personne parmi les milliers qui a été mort pour rien. On recrute en Côte d'Ivoire, on recrute au Bénin, on recrute un peu à côté Nigeria, pour ajouter sur les Touaregs pour qu'ils aillent, on dit terreau, pour qu'ils aillent combattre. Non, on fait tuer les enfants pour rien. Moi, je dis on fait tuer les enfants pour rien parce que ce que tu ne peux pas là, négocier. Bon, vous avez du pétrole. D'accord. On ne peut pas vous combattre. Mais donne-nous un prix. L'erreur vient de l'Europe. L'erreur vient de l'Europe. L'Europe ne veut pas négocier avec le nègre. Il fait toujours l'imposer. Oui. L'Europe veut toujours imposer à travers la Banque mondiale Et le FMI. et FMI.
et la Banque européenne. Hein, ces trois banques-là, c'est eux qui dirigent. Et savez-vous, quand moi je les regarde, l'agissement des Européens, ici on marque Bibliothèque Mandela, c'est ici des, comment dirais-je, Lumumba, c'est ici des machins africains. Je crois que tout le monde est fou. On voit ce qui est derrière. Les Européens ne peuvent pas prendre les plumes comme ça pour dire on va négocier. D'après eux, ils ont fait ça. Qu'est-ce qui nous a réduit ça aujourd'hui? C'est la guerre qui a été mise, qui était là, qui a réduit, où la guerre a commencé depuis l'arrivée de Jésus. La guerre qui a commencé, c'est ça qui continue. Hein? Okay. Donc, on va passer au dernier sujet maintenant. Ouais. Et Mamadou, donc, en ce moment, donc, il y a une polémique en Côte d'Ivoire, je peux même dire en Afrique, que les Libanais mettent la main sur les économies africaines, mais la Côte d'Ivoire, donc les Ivoiriens commencent à saccager, à se soulever contre cette mainmise de la communauté libanaise sur leur pays. Mais tu sais, les Libanais, ils ont toujours existé en Afrique. Les Sénégalais, il y a une forte communauté libanaise, hein, au Mali, il me semble aussi. En Côte d'Ivoire, c'est encore pire. Sauf qu'effectivement, je veux dire que quand on parle de patriotisme, le patriotisme commence à dire aussi, effectivement, la patrie rien que pour la patrie. Que effectivement les Libanais s'installent effectivement en Côte d'Ivoire et puis vont gérer effectivement quasiment le commerce, ce n'est pas contre ça. Cela ne conteste pas. Mais sur la façon aussi, il faudrait permettre aux Ivoiriens aussi de pouvoir gérer effectivement, de prospérer aussi. On ne peut pas tout simplement dire... Mais c'est comme s'ils se sentent étrangers dans leur propre pays. Mais exactement, c'est comme si ils se sentaient en disant, ben ouais, il n'y a que pour nous les Libanais, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre Ivoirien qui peut exercer ce commerce-là comme nous les exerçons, donc par conséquent, ils se trouvent exclus. Par conséquent, lorsque les Ivoiriens effectivement se soulèvent en disant, stop, il faut arrêter ça, parce que nous aussi, nous avons le droit de, mais à un moment donné, il faut que l'État aussi s'empare de ce dossier-là pour dire, ben voilà, d'essayer de réconcilier, parce que vous avez des Libanais qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui sont de nationalité ivoirienne. Bon, cela aussi, il faut qu'une considération à leur égard. Mais que pour les Libanais, rien que pour les Libanais, les Ivoiriens ne se sentent pas, effectivement, se sentent complètement lésés dans cette affaire-là, je pense qu'il faudrait que le gouvernement ivoirien puisse avoir de la réflexion, de la maturité, une certaine cohérence aussi, effectivement, sur, effectivement, comment les Ivoiriens aussi peuvent aussi... Partout dans le monde, en Europe ici, et on parle de l'immigration. Oui. Et puis aussi, au Liban, on constate que les Africains qui sont au Liban n'ont aucun droit. Ils sont très maltraités au Liban. Voilà. Ils sont très maltraités au Liban. Et d'ailleurs, Karama, il y a quelque chose qui m'interpelle dans cette affaire-là. Comment ça se fait qu'avec les diplomaties des différents pays respectifs, là, n'arrivent pas, dès l'instant qu'ils ont une communauté qui vit dans un pays et qui sont en difficulté, de se dire, voilà, il y a un problème. Il faudrait que nous interpellons l'État de ces pays-là en disant il faut que ça cesse. Point final. C'est-à-dire les Africains sont traités comme des esclaves. Mais bien, c'est plus que les esclaves. Mais bien sûr. Pour les tuer, on les humilie d'abord avant de les tuer. Ben, quand tu vois que certains Sénégalais ont alerté effectivement plusieurs fois effectivement le gouvernement sénégalais effectivement au temps de Macky Sall, qu'effectivement il n'y a pas eu vraiment de suite donnée au traitement infligé par les Libanais aux Sénégalais là-bas. Et quand on voit que c'est les mêmes Libanais là, au Sénégal, que ce soit au Côte d'Ivoire, qui sont traités comme des rois. Qui sont très bien traités. Et dans les pays respectifs où les Sénégalais, où les Ivoiriens, où les Maliens vivent, où beaucoup de pays de ressortissement d'Afrique noire sont très maltraités dans ces pays-là. C'est pas un peu la naïveté aussi de... Oui, mais on peut appeler ça naïveté. Je ne crois pas trop, quoi. Parce que bon, je pense qu'à un moment donné, il faut que les États prennent cette affaire-là au bras le corps en disant stop, il faut arrêter ça.
Parce que chez nous aussi, vous avez une forte communauté libanaise. Et si nous nous permettons de réagir comme effectivement vous traitez effectivement nos ressortissants dans vos pays respectifs là-bas, c'est problématique. Alors, M. Blaiseau, les Libanais en Côte d'Ivoire, vous qui êtes ivoirien, vous êtes mieux placé pour en parler. Savez-vous, lorsque j'étais encore jeune en Côte d'Ivoire, j'ai une camarade d'ailleurs il y a un riche Libanais à Man, dans l'Ouest. Cette fille-là, elle est tellement belle. C'est la fille d'un cuisinier du commandant des cercles. Et les Libanais la voulaient à tout prix, marier avec elle. Et lui, il est riche. De la région de Man, c'est le plus riche. Mais il est parti. Elle voulait aller joindre son mari Au Liban? au Liban. Arrivé au Liban, on l'a fait dormir dans les étables de bœuf. Elle n'a pas dormi dans la maison. Parce qu'ils étaient racistes contre elle. Jusqu'à elle a eu la chance de revenir au pays. Elle n'a pas pu faire 2 mois. Parce que si elle a eu cette bénédiction de revenir au pays, c'est-à-dire le bonhomme, toute sa richesse est encore à main. Il n'est pas rentré définitivement. Mais les 2 mois qu'elle a passé là-bas, elle a passé ça avec les animaux. Je vous parle de 1950 et 53 par là. Maintenant, à Beauville, il y a un petit garçon de 8 ans qui a joué au ballon. J'ai dit à Beauville. Et le ballon est tombé dans la cour d'un Libanais. Le Libanais est sorti avec son colt et il a tiré sur le gosse de 8 ans, il a tué. Ça n'a rien donné. Et tout dernièrement d'ailleurs, sous Ouattara là, je ne sais pas si ça s'entendra. Ça a fait d'abord un grand bruit. Une jeune fille ivoirienne a été jetée par un Libanais de l'étage et s'est écrasée. Ça fait du bruit. La nuit, ils l'ont pris. Il n'a pas été en prison. Ses parents ont fait, il a été disparu. Maintenant, je vais parler de ce qui s'est préparé en Côte d'Ivoire. Savez-vous, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est un pays où les Ivoiriens doivent être remplacés. Mais quand on va les enlever là, qui on doit mettre? Il faut aussi les Blancs. Donc, c'est les Libanais qui sont les Blancs, qui vont devenir les Français. Ils vont remplacer, c'est le grand remplacement. C'est un grand remplacement. Ils vont remplacer les Ivoiriens par des Libanais. Et c'est qui a préparé ça? C'est encore Attendez, l'ONU ou c'est qui? je vais vous le dire. Le doyen est un patriote. Très, très impliqué. Étant donné que nous préparons le repeuplement de la Côte d'Ivoire par des bras valides venant des sous-régions ouest africaines, nos services soupçonnent les souverainistes ivoiriens de préparer une révolution. Bien que la France et son armée en Côte d'Ivoire veillent au grain avec l'appui stratégique de l'ONU, nous devons trouver une solution, je vous prie, car si l'Afrique aussi s'y met, où irons-nous? Qui a écrit ça? C'est toujours le président des Illuminati à la Banque mondiale et FMI. Je propose donc une solution de corruption morale et politique dont doivent se charger nos services sur le terrain
sous bienveillance française, afin de reconduire notre opinion lors des élections en 2015. Donc, Même si s'il demeure impassable chef d'État, en outre, nos ennemis russes et chinois continuent leur avancée et c'est jusqu'à Guinée-Conakry, au sol hyper riche. Hyper riche. Il faut agir pour qu'elle ne tombe dans leurs mains. oui. La Côte d'Ivoire est prise en otage aujourd'hui par l'Europe, par les financiers qui veulent absolument anéantir tous les Ivoiriens Et les remplacer par des Libanais. et les remplacer par les Libanais qui vont être, c'est comme au Brésil par exemple, c'est ce qui est arrivé aux Brésiliens. Et les autochtones brésiliens, on les a mis dans les petites forêts là. Aujourd'hui, nos forêts sont prises à gauche, à droite. On ne les voit pas comme ça, mais ils sont là. Il faut vraiment avoir les yeux ouverts et avoir l'intelligence de deviner qu'est-ce qui se passe. Or, moi, j'ai vu tout, je connais ce qui se passe, mais les Libanais, ils ont commencé à arriver en 2015, 2020. En 2020, il y avait déjà 60 000 personnes Une forte communauté libanaise. qui arrivaient. Ce qui fait que zone 4, qu'on appelle les quartiers super beaux, tout est pris par les Libanais. Comment ça peut se faire qu'un Libanais, il s'en va dans la forêt, il trouve un paysan qui est là depuis des siècles, et puis il lui dit, cette terre sur laquelle tu es assise, C'est à moi. c'est à moi, Ah. c'est pas pour toi. Et ils ne l'achètent même pas. Non, Ils vont se l'approprier comme ça. il veut approprier la terre. Et ça a commencé à faire un bruit, il s'est retiré, il est venu à Abidjan. Et l'affaire est là encore. Hein? Donc, la communauté libanaise, ça vient en force par la Banque mondiale, par la Banque FMI, par la France, par Mais l'ONU. est-ce qu'il n'est pas nécessaire de faire une loi dans ce cas, en Afrique en général, à Mamadou, que ce soit au Sénégal, pour que la terre que les étrangers ne puissent pas mettre la main sur nos terres? Surtout qu'il ne faudrait pas que ça se fasse gratuitement. Moi, si je vois un terrain, par exemple, ici en France, que j'ai les moyens de me l'acheter, je me l'achète. Le problème ne se pose pas. La loi ne m'interdit pas d'acheter un terrain en France. OK? Donc, il n'y a pas la gratuité d'un terrain pour construire une maison. Ça n'existe pas en France. Il faudrait qu'effectivement, les Africains aussi puissent effectivement prendre cette affaire-là à bras le corps en disant, oui, mais OK, d'accord, très bien, tu veux un terrain, mais sauf que tu l'achètes. Il faut l'acheter. Il faut l'acheter. Maintenant, si tu veux prospérer. Au prix du marché. Au prix du marché. Oui, Peut-être même au prix du marché, j'en sais rien. Justement, le problème est compliqué, est très très compliqué en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait ce qui se passe. Et la lutte, aujourd'hui, le problème qui se pose, là, moi je parle là, avec vous. Je ne peux pas parler comme ça en Côte d'Ivoire, même si je suis au Sénégal. Je ne peux pas parler comme ça. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire viendra me chercher avec son avion présidentiel pour me tuer. Et on a tué plusieurs cyber-attitudes comme ça. Mais carrément, en tant que On a président, pris un Groom, le plus gros avion présidentiel, on a pris ça aller à Mauritanie, prend un cyber. Il est le seul à bord de cet avion. Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'il est en prison.
Pour l'amener en Côte d'Ivoire. On l'a amené en Côte d'Ivoire. Parce que tout, ça fait du bruit, on devait le tuer. Mais ça fait tellement du bruit, donc il est en prison. Parce qu'il critiquait le gouvernement ivoirien. Et il parle, il crie, ah oui, il est là. Ouais. Le gouvernement ivoirien dit qu'on le critique. On ne le critique pas. On dit ce qu'on voit. Ce n'est pas des critiques. Attends, toi, tu as entendu dire que la liberté d'expression de dire ce que l'on pense en Côte d'Ivoire n'existe pas à tel point que lorsqu'on se permet de dire certaines choses, on va en prison en fait. C'est-à-dire que quelque part, la Côte d'Ivoire qu'on pensait être un pays démocratique et que la liberté d'expression, effectivement, elle est complètement biaisée. La Côte d'Ivoire vit dans l'horreur. D'accord. Mon neveu, qui est directeur d'un grand hôtel, l'hôtel Ivoire, Oui. il vient de me quitter ici. Hier, il est rentré. Il est venu, il a fait 2 mois avec moi. Je lui parle, il dit, il ne faut pas me dire un mot. Il a peur. Mais quand je lui parle, quand il voit mes vidéos, il tremble. Ça veut dire que si... Arrivé à un moment, il dit, bon, je ne dors pas ici. Il ne faut pas qu'il attende quelque chose qui va rester dans sa tête pour rentrer. Il a peur. Il a tellement peur. Bon, on nous a dit à la régie qu'on arrive au terme de l'émission, de la revue de presse. De toute façon, on aura l'occasion, Mamadou et Doyen Blaison, on aura l'occasion de revenir sur tous ces sujets-là dans une autre revue de presse. Donc aujourd'hui, c'était très riche. Donc on a abordé de tous ces sujets-là. Et donc nous remercions la régie avec Nadim et le PDG de la chaîne Hamzatage. Nous remercions vous, les téléspectateurs, d'avoir suivi l'émission. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans la revue de presse avec Mamadou Konaté et le doyen Jean Blaison. Je vous remercie. À très bientôt.